Moi, Baba Maal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour, vous êtes sur Amani TV. Je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Durant le mois de mai, nous allons revenir dans le cadre de 4 émissions spéciales panafricanisme sur l'histoire de ce mouvement de libération, sur les figures qui l'ont constitué, sur le rôle que les États ont joué dans la construction de l'unité africaine et sur les problématiques contemporaines du panafricanisme. Dans le cadre de cette première émission, nous allons nous intéresser aux origines et à la définition du panafricanisme. D'où vient ce concept? Que contient-il? Dans quelle mesure les définitions du panafricanisme ont-elles évolué avec le temps? C'est une question très importante pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Et donc nous devons commencer par les origines du panafricanisme. Le mot, le concept, nous vient en réalité de la diaspora. Du 15e au 19e siècle, nous avons des millions d'Africains qui ont été déportés et réduits en esclavage dans les Amériques et dans la Caraïbe. Ces Africains et Africaines se sont organisés pour résister à leurs conditions. Les résistances ont débuté dès le continent africain, durant toute la traversée de l'Atlantique et une fois arrivés dans les Amériques. Et donc la première chose que l'on peut dire du panafricanisme, c'est que c'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement de survie des Africaines et Africains qui ont estimé que leur vie valait plus et qu'il était nécessaire de s'unir pour se défendre et se libérer. Arrivés dans les Amériques, les Africains réduits en esclavage ont été déshumanisés. On a considéré qu'ils n'étaient pas des êtres humains, qu'ils n'avaient pas d'âme, qu'ils n'avaient pas d'histoire, de culture, et on a effacé leur passé. L'un des éléments qui va être très important dans la reconstitution de cette Afrique dans les Amériques, c'est justement les résistances et les phénomènes de résilience qui vont apparaître très rapidement dans des communautés que l'on appellera les quilombos au Brésil, les palanqués au niveau de la Colombie, les camps de marrons au niveau de la Jamaïque. Ce sont des Africains qui s'échappent des plantations et qui recréent des sociétés dans lesquelles ils remettent en avant les valeurs africaines. Et ce sont ces résistances-là qui vont permettre la continuité d'une présence et d'une identité africaine dans les Amériques. Et c'est cette identité qui va constituer le panafricanisme. Le mot africanisme, en anthropologie, signifie les survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Et donc le préfixe pan veut dire que le panafricanisme contient l'ensemble des survivances culturelles africaines dans les Amériques. Ce sont les spiritualités, les noms, les gastronomies, les danses, les musiques, les manières d'enterrer nos défunts, les manières de mettre en place un certain nombre de rites et de rituels, mais également les manières de récupérer dans les Amériques des formes de résistance et des formes d'identité culturelle venues du continent africain. Au-delà de cette résistance culturelle, il y a aussi une résistance pour la survie, qui prend la forme de révolte, d'insurrection, de combat et de fuite au niveau de toutes les Amériques. Il y a un lieu bien précis où cette résistance va prendre un tournant décisif et va impacter l'histoire. C'est la colonie française de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. En 1791, il y a une cérémonie vaudou dans la nuit du 14 août 1791 qui est organisée par un Ougan, donc un prêtre, de Tiboukman avec Fatima. Et à l'issue de cette cérémonie, une grande insurrection éclate dans ce qui était la colonie la plus riche du Nouveau Monde, Saint-Domingue. Cette insurrection est menée par Toussaint Louverture, qui oblige la France à proclamer l'abolition de l'esclavage et qui va libérer la colonie de l'esclavage. En 1804, Haïti va prendre son indépendance dans le cadre d'une guerre de libération contre la France qui était venue rétablir l'esclavage. Ce sera fait sous la conduite de Jean-Jacques Dessalines et l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804, marque la naissance du mouvement politique qu'on appelle le panafricanisme. Pour la première fois, nous avons des hommes et des femmes nés en Afrique
qui ont le souvenir de l'Afrique, qui ont connu l'Afrique, qui prennent le contrôle politique et physique d'un territoire à l'extérieur du continent africain. Et c'est très important parce que cette indépendance d'Haïti va modifier l'ordre international. La France impose une dette à Haïti, les États-Unis décident de placer également Haïti sous embargo parce qu'ils craignent que l'insurrection qui a libéré les Noirs de Haïti ne se répercute également dans le sud des États-Unis. L'Espagne, l'Allemagne de l'époque, le Royaume-Uni, toutes ces puissances qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la communauté internationale, se coalisent contre Haïti. Haïti, de son côté, va soutenir d'autres mouvements de libération. Parce que, au-delà de la résistance, le panafricanisme, c'est un mouvement de libération. C'est comment des personnes qui se sont libérées, comment des peuples qui se sont libérés vont aider d'autres peuples à se libérer dans un sentiment de fraternité, dans un sentiment de solidarité. Et donc Haïti va soutenir notamment l'indépendance de l'Amérique du Sud, notamment les pays du cône sud-américain autour de Simon Bolivar, que sont le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Pérou d'aujourd'hui. Et donc il y a des liens originels entre ce courant qu'on appelle le bolivarisme et le panafricanisme. Un autre élément, c'est que l'indépendance d'Haïti va inquiéter les puissances occidentales. Et donc la réponse des États-Unis sera une réponse très subtile. Aux États-Unis se développe une communauté noire de plus en plus importante. Et il y a parmi ces Noirs, aux États-Unis comme en Angleterre, ce qu'on appelle des Noirs qui sont libres. Par conséquent, les Noirs qui sont libres aux États-Unis comme en Angleterre commencent à réclamer plus de droits, plus de, une abolition quelque part du préjugé de couleur dont ils souffrent en tant que Noirs, puisque l'esclavage est fondé principalement sur le racisme. Et donc l'une des réponses qui va être mise en place par les Britanniques et par les Américains sera, entre la fin du XVIIIe siècle, les années 1790, et le milieu du XIXe siècle, les années 1820-1830, la création en Afrique de 2 territoires qui seront les premières colonies britanniques et américaines. La première, donc, c'est le Sierra Leone, pour rapatrier des Noirs qui étaient libres en Angleterre, et la seconde, ce sera le Libéria, colonie afro-américaine créée pour rapatrier des Noirs américains qui étaient libres aux États-Unis. Et donc très rapidement, la question du retour en Afrique se pose. Elle va se poser tout au long du XIXe siècle. Et elle va s'accélérer dans le dernier quart du XIXe siècle, au moment où l'esclavage est progressivement aboli dans les Amériques. Les dernières abolitions interviennent au Brésil et à Cuba dans les années 1880. Ce sont des mêmes années, 1880, qui voient l'Europe entrer dans une nouvelle phase d'expansion coloniale. Nous sortons de la période de la traite et de l'esclavage et nous entrons dans ce que un militant panafricain, Kojo Tuvalu-Wenu, va appeler l'esclavage à domicile, c'est-à-dire la colonisation. En effet, en 1885, à la conférence de Berlin, les principales puissances occidentales et orientales se réunissent sous l'égide du chancelier allemand Bismarck et décident de partager le continent africain en sphères d'influence. Tel morceau sera pour la France, tel autre sera pour l'Angleterre, tel autre pour le Portugal, tel autre pour l'Italie, tel autre pour l'Espagne, tel autre pour l'Allemagne, et puis le Grand Congo qui sera la propriété privée du roi des Belges Léopold II. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Eh bien, c'est que les Noirs libérés de l'esclavage dans les Amériques commencent à comprendre que leur sort, leur condition, restera une condition de servitude tant que leur continent d'origine, qui est l'Afrique, ne sera pas libéré. Et donc ils voient très bien comment la colonisation de leur terre-mère perpétue finalement leur exil et leur soumission à l'extérieur du continent africain. Et donc en parallèle que se met en place la colonisation, eh bien, le mouvement panafricain commence à s'organiser. Et il va s'organiser à partir d'un point précis sur le continent africain qui sera le lieu de la résistance et qui sera le lieu de la relève. C'est l'Éthiopie de Ménélik II. 1er mars 1896, la bataille d'Adwa a lieu. C'est une bataille qui oppose l'armée italienne à l'armée éthiopienne. C'est la plus grande bataille menée sur le continent africain qui a opposé une armée africaine à une armée européenne. Et l'armée africaine, l'armée éthiopienne,
remporte une victoire éclatante contre les Italiens. La nouvelle de la victoire de l'Éthiopie à Adwa fait le tour du monde. Elle mobilise notamment dans les milieux afro-américains, où il y avait ce débat entre est-ce que nous devons nous intégrer dans les États-Unis d'Amérique en tant que Noirs, quitte à constituer notre propre État au sein de l'État américain, ou est-ce que nous ne devrions pas plutôt retourner en Afrique et participer au développement du continent africain. Et la bataille d'Adwa, la victoire d'Adwa, va placer l'Éthiopie sur la carte et va ancrer les Noirs américains dans la possibilité d'une Afrique souveraine, libre et indépendante. Mais c'est un Haïtien qui va être la cheville ouvrière de ce mouvement. Ou plutôt deux Haïtiens. Le premier s'appelle Anténor Firmin. Il écrit en 1885 un essai sur l'égalité des races humaines, dans lequel il répond déjà aux thèses racistes de Gobineau, dans lequel il aborde déjà 50 ans avant Cheikh Anta Diop la question de l'antériorité des civilisations nègres, notamment la question de l'Égypte, prédynastique et pharaonique, et dans lequel il prédit, nous sommes, attendez, tenez-vous bien, en 1885, il prédit qu'avant la fin du XXe siècle, un Noir sera élu à la présidence des États-Unis d'Amérique seulement si on donne aux Noirs les mêmes conditions de réussite que l'on donne aux Blancs. Donc Firmin prophétise la capacité des Noirs à produire de la civilisation à partir de leur histoire. Et dans le même temps, il prophétise le relèvement du continent africain à partir de l'exemple haïtien. Le deuxième personnage s'appelle Benito Silva. Benito Silva est un journaliste, c'est un explorateur, c'est un diplomate. Et lorsqu'il apprend la victoire de l'Éthiopie de Ménélik II, il décide de quitter Port-au-Prince. Il va à Kingston, New York, Londres, Paris, Rome, Athènes, Le Caire, Khartoum, et il arrive dans cette magnifique capitale que Ménélik II est en train de construire, Addis Abeba. Et il demande à Ménélik II que les trois États qui sont à l'époque dirigés par des Noirs, donc l'Éthiopie, Haïti et le Libéria, même si le cas du Libéria est un peu plus complexe, s'unissent pour défendre les intérêts des Noirs du monde entier, qui, dans le cadre de la colonisation, sont en train d'être dépossédés de leurs terres, après avoir été dépossédés de leurs bras pendant des millions, pendant des siècles et des siècles d'esclavage. Et c'est dans ce contexte-là que Ménélik II mandate Benito Silva pour qu'il organise, avec d'autres militants panafricains, en 1900, la première conférence panafricaine qui a lieu à Londres. Lors de cette conférence, on aborde la question du racisme, à travers notamment une formule de l'historien noir américain William Dubois, qui explique que le grand enjeu du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur, et également le cas du colonialisme, à travers notamment le vol des terres, puisque les propriétaires africains, les planteurs africains et les populations africaines contestent la colonisation, qui est tout simplement le vol de leurs terres. Et donc le lien entre le racisme et le colonialisme, qui sont exposés lors de la conférence panafricaine, coïncident sur plusieurs points du continent africain, dont l'un est le plus critique, c'est l'Afrique du Sud. Terre de colonisation et de peuplement blanc, fondée sur une logique raciste, ségrégationniste et d'apartheid, et qui va être l'un des grands enjeux de la lutte panafricaine tout au long du XXe siècle. Maintenant, comment ce mouvement s'organise-t-il et comment évolue-t-il tout au long du XXe siècle? En quelques mots, il y aura plusieurs tendances. Une tendance qui est portée par ce qu'on appelle des congrès panafricains. Ces congrès vont être organisés dans les capitales européennes et occidentales, donc en 1919 à Paris, en 1921 à Bruxelles, Londres et Paris, en 1923 à Londres et Lisbonne, en 1927 à New York et en 1945 à Manchester. Ces congrès sont plutôt organisés par William Dubois, qui est un intellectuel noir américain et qui est un peu la figure autorisée du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis à cette époque-là. On réunit des délégués qui viennent des différentes parties du monde africain et caribéen, on établit un agenda, on regarde un peu l'état des lieux concernant la question coloniale et on émet un certain nombre de revendications. Donc on est plus dans une logique de lobbying, puisque ce lobbying-là, il faut le porter notamment au niveau de la Société des Nations, qui est l'instance qui précédait l'Organisation des Nations Unies. Donc une dynamique de congrès d'un côté, relativement élitiste, plutôt organisée sous la forme d'un agenda.
qui correspond à ce qu'on pourrait appeler le panafricanisme avec un grand P, un P majuscule. Et de l'autre côté, une logique beaucoup plus populaire, un panafricanisme avec un petit p, qui est porté par la deuxième grande figure qui fait écho à William Du Bois. Lui, c'est un Jamaïcain, son nom est mondialement connu, il s'appelle Marcus Garvey. Marcus Garvey va fonder l'UNIA, l'Universal Negro Improvement Association, d'abord en Jamaïque, puis ensuite dans le quartier noir de Harlem. Et Marcus Garvey va fédérer autour de lui des millions et des millions de Noirs qui se sentent justement, en manque d'estime d'eux-mêmes, et va leur redonner une fierté. Et Garvey va mettre en place plusieurs objectifs. L'un de ces objectifs, c'est le mouvement de retour en Afrique, ce qu'on appelle le Back to Africa. Il faut que les Africains de la diaspora rentrent en Afrique. Mais pas n'importe quels Africains. Les Africains qui peuvent contribuer au développement du continent africain. Et pour cela, il faut envoyer des missions préparatoires qui vont examiner ce dont les populations africaines ont besoin pour que ceux de la diaspora qui rentrent en Afrique rentrent en y apportant quelque chose de positif, quelque chose qui permet de faire avancer le continent. Et quelque chose qui permet d'atteindre le second objectif, le réel objectif de Marcus Garvey, qui est de rendre l'Afrique aux Africains. Africa to Africans. Et donc s'inscrire dans une logique de souveraineté et d'autodétermination. Donc ces deux tendances, le panafricanisme des congrès portés par William Du Bois et le panafricanisme, on va dire, populaire porté par Marcus Garvey, vont dans les années 30 coïncider, converger autour de deux éléments. Un qui est une figure sur laquelle j'aurai le temps de revenir dans une prochaine émission, c'est la figure de Kwame Nkrumah, qui est vraiment le champion du panafricanisme, et un autre élément qui est la guerre d'Éthiopie, de l'Éthiopie par l'Italie de Mussolini en 1935. Cette agression, qui est une agression fasciste et raciste et colonialiste, qui est une volonté de revanche de l'Italie par rapport à la défaite de 1896, va entraîner la renaissance d'un second mouvement panafricaniste porté par des générations beaucoup moins liées aux enjeux de la diaspora et beaucoup plus africaines. C'est parmi elles qu'on verra notamment des figures comme Jomo Kenyatta, comme Kwame Nkrumah, sur lequel je reviendrai, comme Nnamdi Azikiwe et bien d'autres. 1945, le 5e congrès panafricain a lieu à Manchester. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et les empires coloniaux, notamment français et britanniques, qui sont les grands empires coloniaux en Afrique, sont largement ébranlés par la Seconde Guerre mondiale. Ils sont dépassés par les nouvelles superpuissances qui apparaissent, les États-Unis et l'URSS, et dans le même temps, il y a tout un vent de décolonisation qui souffle sur le monde. L'Asie a pris ses devants, avec notamment l'indépendance de l'Inde en 1947, la révolution chinoise en 1949, la guerre au niveau de l'Indochine avec Ho Chi Minh. Et donc on voit bien que ce monde colonial est en train de s'effondrer. Les empires au niveau de l'Asie sont en train de disparaître. Et l'Afrique reste un peu le continent qui reste encore à décoloniser. Et donc dans le cadre de cette décolonisation, à l'issue du 5e congrès panafricain de Manchester, on va faire du panafricanisme l'idéologie de libération du continent africain, en estimant que aucun État seul, aucun peuple seul et isolé ne peut se libérer sans la solidarité des peuples voisins. Et donc c'est dans ce contexte que dans les années 50, la question du panafricanisme va être mise en parallèle avec celle du nationalisme et des indépendances. Et qu'on va voir apparaître de nouveaux concepts, comme ceux du fédéralisme, comme ceux de l'internationalisme, comme ceux également du nationalisme noir et culturel afro-américain, ou de l'afrocentricité dans les années 60, qui vont amener le panafricanisme à devenir le point de convergence d'un certain nombre de débats historiques, politiques et idéologiques. Ces débats vont amener différentes figures à apparaître sur le devant de la scène et vont également conduire à l'apparition de nouveaux États qui vont être confrontés à des problématiques d'unité et de souveraineté. Ce sont les éléments que nous verrons donc dans la seconde partie de notre série d'émissions. Nous reviendrons dans ce contexte-là notamment sur la mise en place de l'unité africaine qui est, je dirais, le deuxième étage de la fusée du panafricanisme. Le premier étage, je résume, nous vient de la diaspora. Ce sont nos ancêtres qui ont été déportés par millions dans les Amériques, qui se sont organisés
pour combattre et résister et arracher leur libération sur tout le continent américain et dans la Caraïbe, pour constituer leur propre société et communauté, et qui, voyant progressivement le continent africain tomber sous la domination coloniale, et voyant à quel point le racisme était prégnant dans les sociétés américaines, ont compris que leurs conditions en tant que Noirs à l'extérieur du continent africain, comme le dira Malcolm X un peu plus tard, étaient fondamentalement liées aux besoins d'indépendance et de souveraineté du continent africain. Et par conséquent, la situation de la diaspora historique, celle qui a été déportée, qui n'a pas d'attache avec les États qui naissent au moment des indépendances, va impacter avec la question de l'unité africaine et la nécessité pour nos États, tels qu'on les connaît aujourd'hui, de se constituer dans le cadre d'un ensemble géopolitique au tournant des années 60, au moment où se posent les grands défis de la décolonisation, des indépendances et surtout d'un positionnement dans la géopolitique et les relations internationales. Ce sera donc ce que nous évoquerons lors de la prochaine émission spéciale panafricanisme. Je remercie en tout cas les téléspectateurs pour votre écoute et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Merci.